Et bonjour, bienvenue dans l'émission Auteur d'auteur à auteur. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Michel Decoust. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel a un parcours de vie incroyable. Elle est journaliste, réalisatrice et écrivaine et a réalisé beaucoup de documentaires sur les médecines complémentaires notamment et plein d'autres choses encore. Et son livre qui s'appelle Être vivante, la chute et l'envol va être le support de notre discussion, de notre rencontre d'aujourd'hui. Michel, vous avez eu un parcours de vie incroyable, riche en découvertes du monde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours de vie? La diversité des êtres humains, parce que j'en ai rencontré sur toute la planète et puis j'ai vécu longtemps en Australie, donc j'ai rencontré aussi bien les aborigènes d'Australie que les pêcheurs, puisque j'ai vécu 3 ans sur un bateau de pêche. Mais après, j'ai été beaucoup avec des pionniers, que ce soit à Auroville ou dans cette bulle écologique Biosphère 2 ou dans des communautés pionnières un peu partout. Donc c'est plutôt la variété, puis c'était des gens cosmopolites, c'était voilà, moi je parlais très bien anglais, donc ça permettait. Mais derrière cette biodiversité humaine, c'est surtout la similarité des âmes, c'est-à-dire pas des parcours d'âme, mais que pour finir, les peurs sont les mêmes, les problèmes émotionnels sont les mêmes. Alors, je ne parle pas des peuples premiers forcément, parce qu'ils les gèrent différemment de nous. Je parle en gros des Occidentaux, des Anglo-Saxons, etc. Où j'ai beaucoup connu l'Inde et Bali, etc. C'est encore autre chose. Et peut-être dans la dépression que j'ai vécue et que je raconte dans ce livre, je me suis retrouvée, mais presque dans l'universel de l'âme humaine, dans ses peurs profondes, dans ses fragilités, sa vulnérabilité, quel que soit le parcours de vie. Et, et c'est marrant parce que je connais bien Thierry Janssen, qui en lisant mon livre m'a tout de suite répondu qu'il le trouvait épatant, ce qui était vraiment chouette, mais aussi qu'il a vécu lui-même une grave dépression, et je peux le dire puisque ça a été relaté dans un de ses livres. Donc, lui, c'est un peu une tête de gondole, comme on dit. Il est connu comme thérapeute, etc. Et en même temps, et moi, j'étais un peu une locomotive, c'est-à-dire une femme très active, pionnière, qui n'avait pas peur de rien, etc. Et d'un seul coup, c'est un peu comme une tortue qu'on met sur le ventre. Ça veut dire qu'on voyait la carapace de la tortue, mais on ne voyait pas son ventre. Et cette dépression profonde et brutale qui a commencé par un burn-out et par une série de deuils, au fond, c'est comme si j'avais montré ma vulnérabilité que je voulais surtout pas montrer. Et cet aspect-là, parce que depuis la sortie de ce livre qui est toute récente, le nombre de gens qui me disent on a eu une dépression et on n'osait pas en parler. Et, et je me suis dit, bah, si mon livre sert à quelque chose, c'est vraiment à ça. C'est qu'on puisse en parler. Et pas comme d'une faiblesse, parce que les mots, en l'occurrence, sont extrêmement importants. Pas comme une faiblesse, pas comme un laisser-aller, mais comme une vulnérabilité, une fragilité, mais qui est au cœur de l'âme humaine, qui est au cœur de l'âme humaine, parce qu'on a tous peur de la mort. On le gère différemment au fur et à mesure de nos âges, etc. On a tous peur de l'abandon. On a tous peur de ne pas être aimé, etc. Mais tout ça peut se transformer. Et moi qui avais eu cette vie si remplie, d'un seul coup, je suis revenue à la case départ de tout ce que bébé ou même on peut dire intra-utérin maintenant, etc. J'avais pas reçu et au fond j'avais été dans la survie, alors une survie extrêmement brillante, agréable, qui me correspondait complètement, passionnante même, mais que tant qu'il n'y avait pas cette réparation intérieure très profonde du petit bébé et de la petite fille, euh, je n'étais pas pleinement dans la vie. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous commencez, presque votre livre avec un mot fort. Vous parlez de, retournement irréversible et là, vous avez apporté l'image de la tortue qui se retourne. Oui, Alors, j'aime bien exactement. cette idée de vulnérabilité différente de la faiblesse et à un moment, justement, dans ce livre que j'ai trouvé aussi passionnant, vous ramenez plein d'idées qui peuvent, nous faire, réfléchir en plus de votre parcours de vie incroyable et à un moment, vous ramenez cette idée de quand on est dans une quête spirituelle, avec la certitude, d'une vie dans l'au-delà, eh bien, on pourrait oublier de se confronter à sa propre vulnérabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sur ce sujet-là? C'est un point extrêmement important et je suis très heureuse que vous l'ameniez si vite. Parce que moi, j'ai toujours eu un parcours spirituel, une quête spirituelle. Ça m'est tombé dessus quand j'étais petite. Ma mère était très chrétienne, presque mystique, mais il y avait aussi un côté grenouille de bénitier. Voilà, j'avais laissé tomber ça et c'était toute petite, c'était Alexandra David-Néel, moi, qui m'intéressait, parce qu'il y avait le côté spirituel puis le côté aventurière quand même. Elle crapahutait au Tibet, etc. Et j'avais 12 ans. Puis ensuite, ça a été un peu des mystiques chrétiens, et puis Mère et Sri Aurobindo à Auroville, qui sont aussi c'est une grande quête spirituelle liée aussi à la physique quantique, aussi pour certains d'entre eux, ils sont liés à cette quête maintenant scientifique, mais pour les hindouistes ou pour les gens qui vivent en Inde, la physique quantique fait partie de leur vie, de toute manière. La matière, c'est de la lumière c'est de la matière, etc. Et puis, donc ça me tenait debout, même dans les moments les plus difficiles. Je m'adressais à plus grand que moi. Et puis, mais j'étais, disons, incarnée. Je ne peux pas dire que je n'étais pas incarnée parce que j'ai vécu, j'ai gagné ma vie avec des films, des livres, des conférences, des articles. Il fallait bien que je sois concrète. J'étais concrète. Mais alors, il y a peut-être une différence entre concrète et incarnée. Parce que j'avais une vie où je m'assumais complètement, donc c'était pas cuit-cuit les petits oiseaux, mais je pense que quelque part, je ne vivais pas le moment présent. Et la première chose que ma psy m'a dite, ma psy aptonomiste, et j'expliquerai peut-être ce qu'est l'aptonomie, qui est un art de la relation et du toucher, c'est Auroville, tout ça, on laisse tomber pour l'instant, mettez vos pieds par terre et laissez votre voix descendre dans votre ventre. Et avant que je puisse ouvrir la bouche, et avant qu'elle me fasse les séances d'autonomie, elle me coupait le sifflet en disant, on va pas, d'accord, vous avez eu plein de deuil, d'accord, vous pensez qu'il y a une vie après la mort et que tout ça, mais d'abord on pose les pieds par terre. Et je pense que c'est là, en posant les pieds par terre, que je vais commencer à m'incarner, vraiment. Parce qu'en plus, cette femme reçoit des gens hautement spirituels, des moines, etc., à qui elle apprend à re-rentrer dans le corps. Et ça, j'avais appris ça avec les aborigènes, j'avais appris ça quand j'étais dans la pêche. Mais moi, je vis à Paris, et même si je m'échappe de Paris très, très souvent, c'est vrai qu'on a peu de sol sous les pieds, et que c'est en m'incarnant et en m'enracinant que j'ai commencé à savourer la vie et pas à la brûler par les quatre bouts en me disant il faut que je vive que des passions, que des choses intenses, etc. Et la vie m'a rattrapée. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien qu'on a besoin de s'incarner, de retrouver, ce contact avec la terre, avec la planète, avec la matière et comment on peut, relier les 2 en fait. Continuer d'évoluer, avec, ce que l'on est, avec notre lumière, avec notre âme, mais incarner vraiment dans ce concret. Nous ne sommes pas dans un monde finalement que de papillons. Ben Nous non, sommes aussi dans ce monde-là, bien sûr. Et comme j'avais de eu plein matière. de deuil, moi au début, avec ce parcours spirituel, je me disais, mais, et j'en ai eu 5 ou 6 en 2 ans, et d'amis, ma mère c'était prévisible, mais il y a eu un assassinat, il y a eu une amie qu'on a retrouvée avec un arrêt cardiaque, enfin, ça a été très brutal. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas grave, il continue de l'autre côté, si tu te mets à pleurer, tu pleures sur toi. Et du coup, je skippais complètement, je surfais complètement
sur la souffrance de la perte. Et au fond, à travers cette psychanalyste autonomiste qui me réparait aussi en me touchant, mais ce n'était pas le toucher simplement, c'était le contact, c'était en recréant une relation, en m'apprenant l'art de la relation, en même temps que l'art de se poser, l'art de savourer Paris, même si je n'aimais pas Paris, maintenant je l'aime, voilà. Et en me conduisant là, et puis ensuite, la vie étant magique, on fait les bonnes rencontres au bon moment quand on sait les saisir et qu'on commence à être en amour avec soi-même, au sens le plus noble du terme. J'ai rencontré ce guérisseur indien qui était de passage à Paris, que j'avais connu en Inde, et qui m'a invité à faire sa biographie. Et c'est vrai que je suis une femme d'écriture, d'images, d'articles, de conférences, et que avec les doses de somnifères ou d'anxiolytiques, surtout que je prenais, j'étais devenue un zombie. Et il a dit à une amie, si on ne lui donne pas de projet, elle va sombrer. Et moi, il m'a proposé ça en août, et ça m'a tenue jusqu'au mois de février qui a suivi, où je suis partie pour écrire sa biographie au Népal, à Katmandou. Mais là, on a été confinés, et ça a été le plus beau cadeau de ma vie, c'est d'être confinée chez cet homme avec qui je devais passer 4-5 semaines pour écrire sa vie, et de vivre avec lui jour et nuit dans sa maison, confinée dans sa maison et son jardin, avec 3 chiens, son fils, sa femme et 5 autres étudiants qui avaient décidé de rester et pas de s'envoler par le premier avion. Et ça, c'était une leçon de vie magistrale. Donc, ça a été les deux, c'est la vie qui m'a réparée. L'autonomie, je peux y revenir, c'est peu connu, c'est Françoise Dolto et Catherine Dolto qui pratiquent ça. Ça s'est d'abord pratiqué sur des femmes enceintes. Oui, on retrouve bien ça sur les femmes enceintes, oui. Et puis après sur des adultes, et en fait ces mêmes gestes, et ça se développe tout le temps, c'est des gens en recherche. Et c'est très intéressant que cette psychanalyste ait aussi été dans l'autonomie, dans le corps, dans le toucher, mais en fait, elle a un côté femme sauvage. Tant que j'ai été en psychanalyse avec elle, je ne savais pas qui elle était, bien sûr. Et là, on s'est revus parce que je lui ai amené mon livre et j'ai découvert qu'on avait plein de points communs. Et que c'était une femme sauvage, que c'était une femme de la nature, que son fils faisait de la permaculture, etc. Mais dans ce lieu, en plein Paris, dans le Marais, je ne savais rien. Donc, la vie a été géniale. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut saisir les cadeaux. Donc, l'autonomie, ça a réparé ce qui n'avait pas été touché par ma mère en moi, ce qui n'avait pas été embrassé, ce qui n'avait pas été pris dans les bras, etc. Et j'avais pardonné à ma mère parce que de toute manière, elle-même était une enfant battue. Donc, c'était intergénérationnel. En tant que sophrologue, vous le savez sûrement. Et donc, c'est ce toucher qui était un toucher, parce que j'étais un peu autiste, j'étais un peu coupée. Ce toucher répare la relation. Et c'est très subtil. Ma psychanalyste m'avait mise au défi d'écrire un livre où il y avait de l'autonomie. Elle dit, vous n'y arriverez jamais. Pour finir, elle est contente. Parce que je suis écrivain, donc j'ai trouvé les mots, puis j'adore écrire sensoriellement, pas mentalement, pas intellectuellement. Donc le langage du corps, j'adorais danser. Quand j'étais petite, le langage du corps, je connais. Et puis l'autre défi, c'était de raconter Raoul en Inde. Et en fait, bien sûr, il est avec Shiva, il n'est pas avec Bouddha ou avec le Christ, mais toutes ces entités-là ou tous ces grands êtres se retrouvent les uns avec les autres. C'est des colorations différentes de ce qu'on appelle le divin ou le sacré ou la transcendance, peu importe comment on l'appelle. Oui, peu importe le nom. Michel, nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons après la pause. Très bien. Alors, rebonjour Michel Decouste. Donc, nous revoilà avec comme support de votre livre Être vivante. Et donc, un moment de chute et un moment d'envol, tout ce parcours, toute cette évolution que vous avez eue avec vous-même. Alors, votre livre donc parle d'une dépression qui a fait suite à plusieurs deuils dans votre entourage. Et quels sont les principaux messages
que vous avez voulu faire passer dans votre livre par rapport à cette situation de dépression? C'était d'abord une dépression profonde, ce qui est différent d'une déprime. C'est-à-dire que c'était après un burn-out et après il y a eu vraiment, une dégringolade. J'ai plus dormi. Quand on dort plus, au bout de 10 jours, on est totalement détraqué parce que hormonalement, tout le corps se détraque parce qu'il peut pas, je crois que c'est la sérotonine qu'on fabrique plus et cetera. Et puis, ma sœur, j'ai une sœur qui s'est suicidée et qui avait peur de mourir en dormant. Donc il y a plein de mémoires qui sont revenues aussi, là. Et puis, bah, j'ai atterri en clinique psychiatrique et donc c'était une vraie dépression. Et les leçons pour la remontée, donc pour l'envol, c'est peut-être qu'il faut faire confiance à la vie. Et aussi, moi, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai été très attirée pendant longtemps par des intellectuels, par des pionniers, des gens hors normes, parce que j'ai un peu une vie, hors les pistes, disons, j'ai fait du hors piste et que j'avais peu fait attention à la réciprocité. C'est-à-dire, je disais qui même me suivent et j'étais une grande tisseuse de liens et cetera et j'avançais sans me rendre compte qu'il y avait pas mal d'opportunisme autour de moi, il y avait peu de réciprocité. Je ne dis pas ça pour tous, mais disons, pour des gens qui étaient très proches et qui, quand je me suis effondrée, ont absolument quitté le navire. Et ça a été une sacrée leçon parce que je crois que j'enjolivais les choses. Il y avait le côté cuit-cuit, les petits oiseaux. Je voulais voir que le côté rose des choses et des gens. Et en fait, il y avait un manque. C'était pas de l'indifférence, mais je prenais pas assez le temps de voir ce qui se passait dans la relation parce que j'étais toujours entre 2 films, 2 livres, j'ai 2 voyages. J'étais là, j'ai 10 valises chez moi, donc c'est des restes de tous mes voyages. Donc heu, là, ça a été une sacrée leçon. C'est que j'ai vu qui restait à mes côtés, qui était là. Et les gens qui se sont révélés classe, c'était pas forcément les gens avec qui j'avais été le plus longtemps, à qui j'avais rendu service, et cetera. C'était des gens de cœur. Et ce C'est séjour ce que qui fait la différence, hein, c'est ça. et puis c'est pour toujours. À l'âge que j'ai, je ne veux plus perdre de temps avec des piques-assiettes, avec des avares, avares du cœur, avares du porte-monnaie, avares c'est fini, c'est fini. C'est marrant parce qu'il y a sur Facebook, toute une déclaration de Meryl Streep qui un peu raconte ça. «Je ne veux plus passer Oui, mon temps avec» et c'est ça. c'est exactement ce que j'ai senti. Et et en étant comme ça avec des et j'ai de plus en plus de gens de cœur autour de moi, aussi peut-être parce que j'ai révélé et réveiller ces qualités-là en moi, qui étaient peut-être aussi en jachère parce que quand on est aventurière, pionnière, et cetera, d'abord avec les hommes, on vit que des passions. Moi, j'ai pas fait d'enfants, donc j'ai pas de famille. Ma famille, j'étais le vilain petit canard, donc on oublie. Et donc, l'art de la relation et de la durée dans la relation, c'était pas forcément ce que j'avais cultivé. Et j'ai beaucoup appris, et surtout au fin fond de la clinique psychiatrique où j'ai été que 2 semaines, où il y a eu des gens formidables. Il y a eu des aides. J'ai une amie qui les gens savaient qu'il fallait que je sois occupée même si j'avais le cerveau complètement, en bouillie avec tout ce que je prenais pour dormir, pour me remonter et cetera. Puis quand on commence ces processus-là, on en a pour 6 mois. Au bout d'un mois, j'en avais marre, mais je pouvais pas parce que si on arrête trop vite, ça se passe très mal. Donc, et puis il y a eu aussi, on m'a proposé d'accompagner, j'avais accompagné le livre de la princesse de Polignac. Donc c'est les projets qui m'ont sorti d'affaires et aussi le travail intérieur de réparation et d'aller nommer et ressentir la zone de solitude et d'abandon, où j'avais été toute jeune, dans cette famille où mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient et c'était pas
une famille pauvre, c'était une famille de grands bourgeois. Mon père Mmh. travaillait avec De Gaulle. Donc c'était pas un désarroi financier, voilà, mais c'était, un analphabétisme affectif de la part de mes 2 parents et ils avaient des bonnes excuses pour ça l'un et l'autre. Mais Et Michel, dans votre livre, il y a 2 idées qui sont fortes. Vous dites que d'une part, c'est important de trouver sa place et d'autre part, qu'il faut réussir à croire en soi. oui, exactement. Pourquoi c'est Et si important que ça pour vous? croire en soi parce que malgré par exemple, moi j'ai fait beaucoup d'études, Hippocagne, Cagne, et cetera, parce que ma mère voulait qu'on fasse des études, mais le regard de ma mère sur moi avait été prégnant. Elle me trouvait pas belle, enfin pas assez belle. Or j'ai été élue Miss Hippocagne quand j'étais en Hippocagne. Je ne croyais pas ce que les autres disaient de moi. Et il n'y avait aucun succès ou aucune réussite, etc., qui pouvait changer ce regard dépréciatif qui avait été porté sur moi. D'autant plus que comme j'avais une vie complètement hors norme et pas du tout dans les clous, j'ai été rejetée de toute ma famille, y compris de frères qui voulaient pas que leurs enfants me fréquentent. En fait, j'étais la tante qu'il fallait pas voir parce que elle était trop folle, trop hors des clous, elle n'avait pas fait de famille, etc. Donc, c'est ça qu'il fallait que je répare, ce regard, et il fallait que je croie en moi au-delà du regard des autres sur moi, que j'apprenne à m'aimer. Alors ça a l'air d'être une formule extrêmement bateau, apprendre à s'aimer, Facile à mais, faire, hein, bien sûr. mais bon, j'ai une vie assez solitaire parce qu'ayant vécu des passions, j'ai forcément pas fait de couple durable, etc. Et je pense que j'ai pas toujours vécu seule, bien sûr que non, mais là, je traverse une période où je suis seule et je suis bien avec moi-même. Alors qu'avant, même toute seule chez moi, comme ici, il fallait que je m'occupe, il fallait que j'appelle. J'avais un mal fou à me déposer à l'intérieur de moi. Et je me dis une phrase, on m'appelle Mimi, Michel Legault. Mimi, je t'aime. Avant de m'endormir, je dis Mimi, je t'aime. Comme ça, juste avant de m'endormir. Et, et je m'aperçois, et les gens me disent, par exemple, parce que j'ai changé de visage et j'ai rajeuni après cette dépression, paraît-il, paraît-il, et les gens me disent, mais t'es tombée amoureuse. Et j'éclate de rire et dis, je crois que je suis amoureuse de moi. Parce que je Ah, pense pardon, Michel, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, être absolument. amoureux et amoureuse de soi. Et parce que, d'abord, j'ai changé, parce que, et bien sûr, dans mes amitiés féminines, j'ai retrouvé la rivalité et la compétition que ma mère avait avec moi. En fait, elle enviait mon mode de vie qu'elle aurait aimé avoir si elle était née à une autre période de l'histoire. Et donc, en me réparant moi-même et en commençant à m'aimer, mais c'est quand même un travail minutieux, hein, c'est pas spectaculaire comme tout ce que j'ai fait qui était extrêmement spectaculaire. C'est pas spectaculaire du tout, mais c'est pas à pas. Et puis un beau jour, on sent qu'on se lève le matin et on n'est pas complètement agité comme un marsupilami à dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais appeler un tiers ou je vais écrire. Mais et puis c'est vrai que écrire ce livre m'a réparé. Et l'écriture est formidable pour ça parce qu'on ne peut pas écrire avec des applications. Si, on peut écrire n'importe quoi. Mais quand on écrit et qu'on est un écrivain, c'est très long, très lent, enfin en tout cas pour moi. J'ai mis 2 ans à écrire ce livre. Et c'est un processus de réparation intérieure parce qu'on nomme tout ce qu'on a vécu. Et que ça fait partie complètement du processus de guérison. Parce qu'à la fin, c'est comme un puzzle dont on recolle les morceaux petit à petit. Même si c'est déjà en cours et que ça a été fait auparavant. Moi, au fond, j'ai commencé à écrire ce livre, je sortais de la dépression. Je l'ai écrit au retour du Népal, où je sortais vraiment, j'ai arrêté mes médicaments au Népal, etc. Et, et, et ce livre est un instrument de guérison. Et s'il peut l'être pour les gens, c'est formidable.
parce que la dépression, la vraie, hein, ça fait peur. Les gens forts, apparemment forts comme moi, ou plein de vitalité, jamais ils le diront. Et que moi j'ose le dire ou tout ça, c'est bien parce que j'ai pas le profil d'une dépressive au départ. Du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que ça a Bien surpris sûr. les gens. Et c'est sûr que souvent, effectivement, les gens qui semblent forts comme ça de l'extérieur, tout le monde peut être surpris quand d'un seul coup, ils se retrouvent dans leur vulnérabilité, en fait, hein. Oui, puis quelque part, ça peut être. Je sais pas si vous vous souvenez, on n'est pas de la même génération, mais il y a eu un livre qui est sorti d'un Américain qui disait quand on a sauté un barreau de l'échelle et qu'on a grimpé l'échelle, on peut retomber à l'endroit où on a sauté un barreau. Et il faut réparer ce barreau pour recommencer à grimper l'échelle. Et ce C'est une barreau, belle image. il Ouais. peut être extrêmement profond et absolument à l'origine de nos incarnations. Alors là, c'est drôle parce que vous disiez dans la première partie de l'interview que la spiritualité, au départ, m'avait pas sauvée, hein, parce que j'avais ce parcours spirituel. Et je l'ai laissée de côté et maintenant je la retrouve. C'est-à-dire que à un moment, je me suis dit: «Bah, tu vas devenir athée, c'est quoi cette histoire?» et cetera. Et puis avec cette réparation intérieure, je la retrouve, mais d'une manière complètement différente. Et notamment, je reviens au christianisme, ce qui n'empêche pas les moi je pense que tous, c'est la compassion, l'entraide, la Il y a fraternité, des traits communs, des points bien communs, sûr. bien sûr. Et comme j'ai, par magie, acquis une minuscule maison à Josselin, en Bretagne, entre une basilique et un château, la basilique est géniale, et je retrouve des ressentis, pas la messe en tant que telle, mais il y a certains Bretons qui prient vraiment, qui sont des gens de foi. Et je retrouve un chemin qu'avait ma mère, quelque part, mais qui n'est pas un chemin de compensation, parce que ma mère adorait le Christ en croix, et moi je crois que j'adore le Christ ressuscité. C'est-à-dire, c'est Ce qui va bien, Michel, avec tout le parcours que vous avez fait, c'est-à-dire on reste pas dans le côté un peu sacrificiel, mais on ah non, non, s'ouvre non, surtout justement pas, à cette renaissance, en fait, hein. surtout pas, parce que pour moi, ce que j'ai découvert aussi, et ce dont je veux témoigner, c'est que s'il n'y a pas la joie dans la spiritualité et dans la vie, on ne témoigne pas du vivant. Le vivant est joyeux. Il n'y a qu'à voir la nature, il y a qu'à voir. Et la joie nous permet de montrer que le dedans et le dehors sont en accord. Parce que on n'est pas C'est une dans la. belle parole, Michel, c'est une belle parole. Alors déjà, vous voyez, chers auditeurs et auditrices, il y a déjà plein d'idées clés que Michel aborde avec nous et que vous pourrez aussi retrouver un peu plus détaillées dans son livre. Mais l'idée de comment on trouve sa place, tous ces chemins pour aller vers l'amour de soi, une bonne idée de se dire son prénom le matin ou le soir et je m'aime tel que je suis. Une mode idée quand on va pas bien de commencer à écrire des choses sur soi pour lâcher un petit peu et mettre en mots, MOTS qu'on ressent en mots, MAUX. Ça fait déjà plein de bonnes idées. Et Michel, on arrive presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui n'a plus de désir, qui n'a plus d'envie? Qu'est-ce que vous auriez envie de, voilà, de leur dire à ces personnes qui finalement sont peut-être dans un début ou de dépression? De s'entourer, même s'il y en a peu, de s'entourer de gens aimants, des gens vraiment qui ont du cœur et qui se préoccupent d'eux, de se de s'éloigner des relations toxiques ou des gens qui sont intéressés ou qui sont pas clairs dans leur amitié, voilà. Et puis, je trouve que la nature est très réparatrice. Aller marcher dans la forêt. Moi, je sais que au mois de juillet, là, j'étais encore en pleine dépression, mais j'ai été nager dans les Corbières. Moi, j'adore la mer. Et quand j'ai commencé donc c'était au bout déjà de 5 mois, qui étaient les 5 mois les plus durs, avant que j'aille au Népal.
quand j'étais dans l'eau et que je nageais, j'avais l'impression de me laver de tout, d'être dans c'était comme si c'était un nouveau baptême. Et je pense qu'il y a des choses très simples, pas coûteuses. Heu et puis il y a une espèce de confiance en soi-même et en la vie. On est extrêmement différents les uns des autres. On nous a tous mis les intellos en haut, les moi j'ai été dans la pêche pendant 3 ans et j'ai fait du travail manuel alors que j'étais directrice de collection à Autrement pendant 7 ans. Mais tout est bien. Tout est bien quand on le fait jusqu'au bout. Les plus petites choses, si on fait un gâteau bien, si on est complètement si on met de l'amour dans son gâteau, c'est aussi bien que si on fait un beau livre. C'est vraiment cette qualité d'être qui entièrement, le Christ disait malheur aux tièdes, qui entièrement se met dans ce qu'il fait. Ça peut être tricoter des chaussons. Je cite des choses que des choses que je n'avais jamais faites. Hein. Tricoter des chaussons pour un nouveau-né, faire une tarte, etc. Bon, je ne suis pas une femme domestique, bien que j'adore faire la cuisine. C'est faire à fond ce qu'on fait. Les gens qui sont soudeurs, souder 2 plaques de métal, mais le faire bien. Euh, peindre bien, repeindre sa cuisine bien, être complètement. Alors, écarteler, dirait, vivre le moment présent, tout ça, ça a l'air d'être inaccessible, c'est très philosophique, etc. Mais fondamentalement, c'est dans le quotidien qu'on vit le sacré et qu'on vit la vie, parce que le vivant est sacré. C'est magnifique. Là, on vit le printemps et l'été. Moi, j'ai des orchidées ici que je regarde en même temps que je vous parle. C'est un miracle. C'est un miracle. Et pouvoir savourer, même quand on est au fond du trou, ma psy me disait, parce que j'allais à pied jusque chez elle, je marchais une demi-heure. Sentez vos pieds qui se posent sur le sol. Sentez les arbres autour de vous. Il se trouve que j'ai de la chance d'avoir des arbres dans ma rue à Paris. Respirez l'air. Allez vous balader le long de la Seine, etc. Et moi, je lui disais, oh, quel ennui au début. Quel ennui, parce que moi, j'avais vécu des tempêtes, des cyclones sur mon bateau de pêche. J'avais vécu des choses extraordinaires. Et elle me disait, et alors, c'est quoi l'ennui? On a le droit de s'ennuyer. Et c'est pas forcément dans les petites choses qu'on s'ennuie. Et donc, moi, je reviens de très loin parce que je croyais que la vie, c'était l'intensité de la vie, l'extraordinaire, l'exceptionnel. Et là, je vois, en plus, par les temps qu'on traverse, je peux voir ce que c'est que la fragilité de la vie. Parce que moi, maintenant, j'ai perdu beaucoup de personnes, mais je ne le vis pas pareil que pendant ma dépression ou avant. Et d'abord, j'accepte de pleurer quand je les perds, de montrer que je suis fragile, de montrer qu'il me manque, etc. Et j'ai retrouvé aussi la spiritualité, mais pas la même. Et c'est savourer ça, et je ne m'ennuie pas, et je trouve que rien n'est petit, que rien n'est mineur, que rien n'est banal. Rien n'est banal. Tout peut être rendu à sa magie initiale. Et pour moi, C'est une belle phrase. Tout peut être rendu à sa magie initiale. J'adore ça. oui, J'adore ça. oui, oui, oui. Donc, Alors, c'est vrai que j'ai beau. je vais citer la et- maison d'édition. Je m'excuse, je vous ai coupé, Patricia. C'est Aluna. Oui, Donc, ce livre, Aluna. c'est les éditions Aluna. Et il est en librairie dans 2 jours. Non, je crois que même aujourd'hui. Il sort aujourd'hui en librairie. Mais on peut le commander sur le site des éditions Aluna. Voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé de conseiller, parce que c'est peut-être plus facile que d'aller dans les librairies, etc. Voilà. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, qui est vraiment fait d'authenticité, de sensibilité. Et donc, on suit voilà, tout votre cheminement, mais aussi avec les rencontres que vous faites et ces idées finalement qui nous rapprochent de la joie de la vie. Et je trouve que c'est un superbe beau message pour toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivent des dépressions profondes, parce que des fois, quand on est dans le fond du trou, bah, on peut perdre l'espoir. Et l'espoir, c'est la lumière finalement au fond du tunnel. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans votre livre. Donc, c'est Être vivante, la chute et l'envol aux éditions Aluna de Michel Decouste. Merci beaucoup, Michel.
Merci Patricia. Merci beaucoup.